Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé. Voici le sommaire. L'équipe économique du gouvernement, composée du ministre de l'économie et des finances et du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, a tenu la deuxième réunion mensuelle de concertation avec l'Union nationale du patronat mauritanien et les responsables des associations des secteurs productifs. L'ONG Qatar Charity vient d'accorder un soutien significatif à l'association IDAR en allouant un montant de 1,32 milliard. 1,32 milliard de guillas anciennes pour la prise en charge des patients atteints de cancer. Cette aide vise à financer l'hôpital de l'Espoir dédié au traitement des malades du cancer en Mauritanie. Le ministre du Développement animal, accompagné du secrétaire exécutif et du comité mixte de lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel, a tenu ce vendredi à Nouakchott un point de presse ouvert aux médias locaux et internationaux dans le cadre de la préparation de la conférence dénommée Nouakchott +10 qui se tiendra en novembre en Mauritanie. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour partager avec vous cette édition d'information. L'équipe économique du gouvernement, composée du ministre de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Ouelbou, du gouvernement de la Banque centrale de Mauritanie, M. Mohamed Lamine Ould-Dahabi, et de plusieurs de leurs collaborateurs, a tenu la deuxième réunion mensuelle de concertation avec l'Union nationale du patronat mauritanien, représenté par son président, M. Mohamed Zain El-Abidine Le Cheikh Ahmed, et les responsables et représentants des associations des secteurs de la banque, du commerce, du tourisme, de l'industrie, des mines, de l'énergie et de la pêche. C'est Ahmed Mohamed Vadal nous souligne les points clés de la rencontre. La réunion consultative a passé en revue un certain nombre de questions d'intérêt commun, notamment les réformes en cours concernant la création des marchés financiers modernes, le système de partenariat public-privé, le système de passation des marchés publics, le code des investissements et la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Les parties ont également passé en revue les mécanismes d'approvisionnement du marché en régulant le marché des changes afin d'assurer la disponibilité de devises fortes pour couvrir les importations, ainsi que les mécanismes du marché monétaire et la nécessité que les prix sur ce marché reflètent la réalité de l'offre et de la demande. Les deux parties ont discuté de la question de la politique monétaire, de la situation du marché des changes et de la prochaine mission du FMI dans notre pays. L'équipe gouvernementale a insisté sur la nécessité de poursuivre sur une dynamique positive. Pour sa part, l'équipe de représentants du secteur privé a présenté des observations sur les différentes questions soulevées et son engagement à mettre en œuvre les différents résultats de cette session consultative. Enfin, les deux parties ont convenu de continuer d'assurer la transparence des transactions et la coordination pour poursuivre les réformes en cours. L'ONG Qatar Charity vient d'accorder un soutien significatif à l'association IDAR en allouant un montant de 1,32 milliard de guillas anciennes pour la prise en charge des patients atteints de cancer. Cette aide vise à financer l'hôpital de l'Espoir, un établissement dédié au traitement des malades du cancer en Mauritanie. La signature de cet accord a eu lieu lors d'une visite d'une délégation de Qatar Charity au siège de l'association à Nouakchott. On retrouve Sid Ahmed Mohamed Vadal pour son compte rendu. Cette initiative de Qatar Charity constitue une avancée significative pour le système de santé mauritanien, en particulier pour les patients atteints de cancer qui font face à de nombreux défis. L'hôpital de l'Espoir, grâce à ce soutien, pourra offrir des soins de qualité renforçant ainsi l'accès aux traitements nécessaires pour ces malades. Ce partenariat est un exemple inspirant de solidarité et d'engagement en faveur des malades les plus vulnérables. L'accord d'aide a été signé par Nawaf Abdallah Al-Hammadi, assistant du président exécutif pour les opérations internationales de Qatar Charity, et Mohamed Yassine Abdallah, président de l'association IDAR. La directrice du Centre national d'oncologie, Mme Oukhtel Benin Zain, a salué dans ce cadre l'efficacité, la transparence et la crédibilité du travail de la cellule de la société IDAR pour la prise en charge du cancer au centre, ainsi que ses efforts précieux pour soigner les patients atteints de cancer.
Le Centre national d'oncologie dispose d'un équipement de radiothérapie accélérée de la dernière qualité internationale permettant de réaliser des examens et de traiter les tumeurs, notamment celle de la glande thyroïde qui nécessite des salles aux spécifications particulières, a-t-elle précisé, disant qu'il fournit gratuitement la plupart des services hospitaliers aux groupes nécessiteux, y compris les consultations médicales, les cas urgents, les médicaments contre la douleur, la radiothérapie et le soutien psychologique et matériel. Lors de la cérémonie, Mohamed Yassine Abdallah a exprimé sa gratitude envers Qatar Charity pour son engagement envers les personnes dans le besoin. Il a souligné l'importance de cette contribution pour soutenir le projet de l'hôpital de l'Espoir qui représente une lueur d'espoir pour de nombreux patients et leurs familles. Nawaf Abdallah Al-Hamadi a quant à lui salué le travail de l'association IDAR et a réaffirmé l'engagement de Qatar Charity à ne pas laisser ce projet crucial pour les patients atteints de cancer s'effondrer. Il a également insisté sur la nécessité d'une coopération accrue dans la lutte contre le cancer, un enjeu de santé publique qui engendre des coûts très élevés. La signature de l'accord s'est faite en présence entre autres de la secrétaire générale du ministère de la Santé, El Ali El Mankous, et du chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Qatar en Mauritanie, Fahd Salem El Dousri. Le ministre du Développement animal, accompagné du secrétaire exécutif du comité mixte de lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel, a tenu ce vendredi à Nouakchott un point de presse ouvert aux médias locaux et internationaux dans le cadre de la préparation de la conférence dénommée Nouakchott plus 10 qui se tiendra en Mauritanie du 6 au 8 novembre prochain sous le slogan, et je cite, Nouakchott plus 10 décennies de travail au profit des communautés pastorales et agricoles, réalisation et pistes d'avenir. Elle vise à évaluer les résultats obtenus dans la mise en œuvre de la déclaration de Nouakchott de 2013 sur le pastoralisme et les pâturages et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la déclaration dans un contexte social, politique et sécuritaire régional constamment changeant. Plus de détails sur cette restitution de Nouria Boukal. Le prochain forum vise également à définir une vision commune, à définir les engagements futurs en matière d'élevage et de pastoralisme et orienter face aux nouveaux enjeux et défis pour améliorer la productivité du secteur de l'élevage dans les pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Dans son discours, le ministre du Développement animal a souligné que cet objectif a été fixé par le gouvernement à travers l'annonce de la politique générale et constitue l'un des leviers fondamentaux du développement local pour avant tout atteindre le niveau d'autosuffisance dans le domaine laitier et atteindre le stade de l'exportation de viande rouge, en plus de valoriser la division volaille et viande. Les résultats de la déclaration de Nouakchott se caractérisent par la mise en œuvre de nombreux programmes régionaux et nationaux de développement pastoral dans les domaines de l'amélioration de la santé animale, de la gestion durable des ressources naturelles et du développement des infrastructures de production. Je voudrais dire d'abord commencer par le SILS pour dire que l'organisation de ce forum est déjà en soi une réponse à la question de la présence du SILS au niveau régional. On peut dire de ce point de vue que le SILS est de retour. Et je pense qu'au-delà de ce forum, ici même en Mauritanie, nous participons à la mise en œuvre de plusieurs projets régionaux, notamment le PRAPS qui est à sa deuxième phase, le PARIS, l'irrigation qui est en fin de première phase, mais nous espérons qu'il y aura une deuxième phase, sur le projet sur le renforcement de la sécurité alimentaire. Mais il faut savoir également que le SILS anime plusieurs dispositifs au niveau régional. C'est le dispositif de prévention des crises alimentaires qui concerne l'ensemble des pays de la CEDEAO, du SILS et de l'UEMOA. Et c'est le dispositif qui permet de suivre du 1er janvier au 31 décembre l'évolution de la situation agricole, alimentaire, pastorale et hydraulique au niveau de la région. Donc 4 avis sont donnés par le SILS par an au gouvernement de la région et à tous les partenaires qui sont concernés. Nous avons également le cadre
qui permet d'évaluer la vulnérabilité au niveau de la région. C'est grâce au travail des SILS qu'on peut savoir combien de personnes sont affectées par l'insécurité alimentaire au niveau de la région et quels sont les moyens à mettre en œuvre. Nous avons également le réseau de prévention de crises alimentaires qui permet à la région et à ses principaux partenaires d'évaluer la situation alimentaire et de mobiliser le financement pour la région. La prochaine session d'ailleurs du réseau de prévention des crises alimentaires aura lieu ici même à Nouakchott du 15 au 17 décembre. Et le gouvernement de la République de Mauritanie vient d'accepter d'abriter cet important événement également. Nous avons également les prévisions saisonnières. Vous ne le savez pas, mais c'est le SILS et les services nationaux de la météorologie, de l'hydrologie qui permettent de dire aux États si la saison sera humide, s'il y a risque d'inondation ou de sécheresse pendant la campagne. Pour sa part, le secrétaire exécutif du comité mixte de lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel, M. Abdoulaye Mohamedou, a déclaré que les résultats de la déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme 2013 ont abouti à des résultats probants, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la santé animale avec la construction ou la réhabilitation d'unités vétérinaires et de complexes de vaccination, la formation de vétérinaires et l'organisation de campagnes de vaccination dans les 6 pays participants, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. Aujourd'hui, c'est comment retenir une partie des transhumants par la disponibilisation des fourrages et de l'eau. Et ça, il faut mobiliser de l'eau. Je pense que ça fait partie des enjeux à discuter au cours de Nouakchott plus 10. Il y a également d'autres enjeux liés à l'élevage, notamment à l'inclusion sociale, parce que la question des jeunes reste un enjeu également pour la région. Comment faire en sorte que l'élevage s'industrialise, produise des emplois pour les jeunes, pour qu'ils restent dans les campagnes, pour que la pratique de l'élevage ne soit pas perçue comme étant une activité réservée à ceux qui ont échoué à l'école. Non, c'est une activité noble dans laquelle on peut s'épanouir, dans laquelle on peut gagner de l'argent, et ça demande un engagement fort au niveau des pays. Je terminerai en disant que l'élevage, d'abord, c'est l'un des secteurs où la zone sahélienne est autosuffisante, en particulier dans le domaine de la viande. C'est quand même un des secteurs les plus stratégiques pour la région. Mais c'est également la chaîne de valeur qui permet d'organiser la coopération régionale. Parce que c'est du fait de la transhumance, du fait des produits vendus, c'est une chaîne de valeur reconnue comme étant facilitant l'intégration au niveau de la région. Et je pense que ça fait partie du credo du président de la République. La conférence de presse s'est déroulée en présence du représentant de la Banque mondiale en Mauritanie. Dans la capitale économique, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Amal Mouloud, a déclaré ce vendredi 27 septembre 2024 à Nouadhibou qu'elle est venue pour s'imprégner de visu sur le problème lié à l'alimentation de la ville en eau. La ministre a ainsi effectué une visite d'inspection de certaines installations hydrauliques dans la région de Dakhlet Nouadhibou sur l'approvisionnement en eau potable des villes de la région et des projets futurs visant à accroître la capacité de production de ces installations. Des solutions urgentes et valables seront déployées pour résoudre cette situation, a-t-elle dit. Selon Amal Mouloud, il est indispensable de mettre en place des composantes techniques pour l'unité de dessalement au niveau de Cansado pour augmenter la production en eau potable au niveau de la ville d'une capacité de 5000 m3 par jour. Avant la fin de l'année en cours, elle a insisté sur la mise en place d'un plan de travail adéquat pour approvisionner la ville en quantité d'eau suffisante pour mettre fin aux souffrances des populations de façon urgente et définitive.
Au cours de sa réunion de travail avec les cadres du projet de Boule Noire et les représentants des entreprises chargées de son exécution, la ministre a rappelé que les travaux doivent être exécutés dans les règles de l'art et selon les délais fixés. Pour faire face à ce stress hydrique, l'État a mis en place des solutions innovantes en conduisant des projets ambitieux ayant pour objectif de sécuriser l'accès à l'eau potable pour la population de Nouadhibou, a affirmé Emal Mouloud. Nous vous proposons à présent un flashback en marge de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président de l'Union africaine avait préparé une réunion de haut niveau du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques, présidé par le président William Ruto du Kenya. Discours qu'il a prononcé à cette occasion, le président de la République a exprimé son ferme engagement à défendre les intérêts du continent et à faire en sorte qu'il parle d'une seule voix dans les négociations internationales sur le changement climatique. Je vous propose de le réécouter. Tout d'abord d'exprimer mes sincères salutations ainsi qu'à la gratitude de mon pays pour l'initiative audacieuse de mon cher frère et ami, le président de la République du Kenya, Dr William Ruto. Son engagement constant à réunir les États africains autour d'un sujet d'une importance capitale comme celui des changements climatiques témoigne de son leadership. À quelques mois de la tenue de la COP 29 en Azerbaïdjan, cette démarche de coordination et de concertation nous permettra de répondre à l'urgence d'une action collective renforcée à l'échelle du continent. Dans cet esprit, je tiens à le féliciter chaleureusement pour l'organisation du tout premier sommet africain sur le changement climatique en septembre 2023. Ce sommet historique a permis l'adoption de la déclaration de Nairobi des dirigeants sur les changements climatiques. Cette déclaration, mesdames et messieurs, a contribué de manière décisive à l'élaboration d'une position continentale claire et forte lors de la COP 28 aux Émirats arabes unis. Grâce à cette unité et à cette vision commune, l'Afrique a pu faire entendre sa voix dans l'arène internationale. Le rôle qui incombe à notre comité et que nous acceptons avec responsabilité est d'être le fer de lance de cette position africaine commune. Nous nous engageons à défendre nos intérêts et à veiller à ce que notre continent parle d'une seule voix dans les négociations internationales sur les changements climatiques. Notre action collective est notre force. Et cette unité est plus que jamais nécessaire dans les mois à venir, alors que nous nous préparons à la COP 29. Un des jeux majeurs de ces négociations sera la définition d'un nouvel objectif collectif quantifié qui viendra remplacer l'objectif des 100 milliards de dollars à l'horizon 2030. Cet objectif crucial pour le financement des mesures d'atténuation et d'adaptation exige une coordination étroite entre nos États. Il est impératif que l'Afrique, en tant que continent le plus vulnérable face aux conséquences du changement climatique, prenne toute sa part dans les discussions et obtienne des garanties pour un soutien financier durable et prévisible. Dans cette dynamique, permettez-moi également de souligner que la Mauritanie est fermement décidée à jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale en matière d'économie verte, notamment dans le domaine de l'hydrogène vert. Nous sommes engagés à mettre au service du continent et de l'économie mondiale notre potentiel immense en énergie renouvelable. Notre littoral de plus de 750 km, longé par des vents quasi continus de plus de 9 mètres par seconde, offre une opportunité unique pour l'implantation de vastes parcs éoliens. De même, notre territoire bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel estimé entre 2000 et 2300 kWh par mètre carré par an. Ces ressources feront de la Mauritanie et par ricochet de l'Afrique un acteur incontournable dans la transition vers une économie bas carbone
et dans la production d'hydrogène vert. Nos efforts, conjugués avec ceux de nos frères du continent, nous permettront, j'en suis persuadé, de contribuer de manière décisive à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Alors que nous avançons ensemble vers un avenir incertain mais porteur d'espoir, il est essentiel que l'Afrique continue de se tenir unie, résolue et ambitieuse. Le moment est venu de transformer nos ressources, nos opportunités et notre potentiel en actions concrètes pour le bénéfice de nos peuples et des générations futures. Je vous remercie. Ce focus constitue la dernière page de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel du sommaire qui l'a constitué. L'équipe économique du gouvernement, composée du ministre de l'Économie et des Finances, du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, a tenu la deuxième réunion mensuelle de concertation avec l'Union nationale du patronat mauritanien et les responsables des associations des secteurs productifs. L'ONG Qatar Charity vient d'accorder un soutien significatif à l'association EDAR en allouant un montant de 1,32 milliard de liras anciennes pour la prise en charge des patients atteints de cancer. Cette aide vise à financer l'hôpital de l'Espoir dédié au traitement des malades du cancer en Mauritanie. Le ministre du Développement animal, accompagné du secrétaire exécutif du comité mixte de lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel, a tenu ce vendredi à Nouakchott un point de presse ouvert aux médias locaux et internationaux dans le cadre de la préparation de la conférence dénommée Nouakchott +10 qui se tiendra en novembre en Mauritanie. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur Al Mourabitoun. Au revoir.